Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans l'émission, mais je crois que c'est très important de dire que le progrès, c'est une idée très récente, très idéologique, hein, qui s'enracine au milieu du 19e siècle, comme ça a déjà été dit, et qui disparaît dans la deuxième moitié du 19e siècle. Pour moi, le fait que le progrès, comme idée générale dans laquelle on puisse investir nos espoirs pour le futur soit morte, c'est un progrès. Ça permet d'ouvrir l'avenir vers plus de possibles, vers plus de diversité de solutions, vers plus d'alternatives, parce que le problème de l'idéologie de progrès qui est née au milieu du 19e siècle, c'est qu'elle enfermait l'avenir. Elle bloquait toutes les alternatives en nous rattachant uniquement à une vision comme ça très idéologique. Alors sur la question ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que tout se met en place en même temps au milieu du 19e siècle. Que ça soit l'idéologie du progrès, le scientisme, le progrès, avant, ça voulait rien dire. Le progrès, c'était un terme neutre qui désignait un changement. La définition du progrès comme quelque chose de positif et l'identification du progrès à la technique et à la science, c'est milieu du 19e siècle, à peu près, évidemment. Et c'est également au même moment que l'économie politique commence à s'inventer, ou s'invente, et formule une série de théories pour justifier le fait qu'il ne faut pas s'inquiéter de la disparition des emplois. Parce que ce débat sur le chômage technologique, c'est un débat très ancien depuis le début du 19e siècle. Moi, je suis un spécialiste du 19e siècle, je travaille sur les ouvriers. Moi, je m'intéresse au point de vue des acteurs qu'on oublie toujours dans les débats, c'est-à-dire les ouvriers, les classes populaires, ceux qu'on considère comme des espèces de gens qu'on met de côté, qui n'ont pas compris le sens de l'histoire. Ils sont stupides, ils ont peur, donc on pathologise en plus leur position, alors qu'en général, c'est les meilleurs experts de leur travail et c'est les meilleurs experts de leur activité. Et donc, en effet, ce débat sur le progrès et le chômage, on le retrouve chez Ricardo et Jean-Baptiste Say autour de 1819-1820. Ricardo, le grand économiste anglais, en 1819, dans son traité d'économie politique, disait déjà, en fait, les ouvriers ont raison de s'inquiéter du changement technique, parce qu'effectivement, le changement technique crée du chômage. Alors là, Jean-Baptiste Say va répondre, mais il y a la théorie du déversement, qui est la théorie avant la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter, c'est la théorie d'avant, c'est la théorie du déversement. S'il y a des activités qui disparaissent dans un secteur, c'est pas grave, la main-d'œuvre sera reversée dans un autre secteur. Sauf que ce reversement, ça s'accompagne d'un certain nombre de souffrances, de difficultés, de problèmes structurels, etc. Et évidemment, les acteurs d'en bas, les ouvriers, les classes populaires, eux, ils ont du mal à s'adapter, et ça peut se comprendre. Et il faut essayer de comprendre aussi leur point de vue. Et là, moi, je trouve que, vous avez dit qu'on avait une sorte de vision très idéale du passé. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est une vision très misérabiliste du passé qui a été présentée. Cette espèce de vision de Paris comme une ville remplie de smog. Déjà, qu'est-ce que le smog, sinon le résultat de l'industrialisation? Cette ville remplie de chevaux qui puaient, il y a des historiens qui ont travaillé sur les animaux en ville, qui ont montré qu'il y avait une harmonie qui pouvait s'établir, qui n'était pas aussi catastrophique que celle que vous avez pu dépeindre. Non, si ce n'est qu'à Paris, en 1850, naissaient 56 000 enfants, 28 000 étaient abandonnés, 28 000 et 80% mouraient dans l'année. Donc c'est quand même moins bien qu'aujourd'hui. Si je peux permettre. L'argument, et là on s'enferme toujours dans ce débat, qui est quand même le débat central aujourd'hui, on s'enferme toujours dans un débat, c'est on continue comme on fait aujourd'hui ou on revient au passé. Mais c'est jamais ça l'alternative. On ne va jamais revenir dans le passé. La solution, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le futur. Et la solution, c'est est-ce qu'on continue ce qu'on fait et ce qu'on a fait dans le passé, ou est-ce qu'on cherche des solutions alternatives, des voies alternatives, d'autres trajectoires. Et est-ce que ces autres trajectoires passent par la poursuite, l'intensification des solutions qui ont été adoptées dans le passé et qui ont conduit manifestement à des problèmes socio-structurels aujourd'hui, à des problèmes environnementaux structurels, à des problèmes culturels aussi, on pourrait y revenir. Bon. Donc c'est ça. Donc arrêtons de prendre le passé comme une sorte de référence qui fait peur pour dire on va pas revenir au Moyen-Âge. C'est vraiment l'argument, je trouve, qui ne peut pas tenir. L'idée, c'est jamais de revenir au passé. On ne peut pas revenir au passé de toute façon. L'idée, c'est d'aller quelque part et d'essayer de trouver le moyen d'aller quelque part.